peut peut-être respecter le timing, on peut peut-être redémarrer si vous êtes tous d'accord. Donc on va donner la parole tout d'abord à Martin Brex et je voulais avant toute chose remercier M. Jacques Attali d'avoir accepté notre invitation chez Ecofin et également à Palmo Veneri qui nous a également aidé dans cette collaboration entre nous et on espère le faire également de manière alors un peu plus live à la rentrée de septembre-octobre pour découvrir le livre de M. Attali. Voilà. Je vais laisser la parole donc à Marc Tambrex. Marc, si tu veux, oui. Tu peux démarrer la conférence. Alors oui, nous sommes très heureux d'accueillir Jacques Attali à l'Ecofin Club. Jacques Attali est né en 1943. Il est surnommé l'homme qui murmure à l'oreille des présidents. Il a été conseiller du président François Mitterrand notamment. Il est le fondateur de 4 institutions internationales, l'ONG Action contre la faim, le réseau Eureka pour l'innovation, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, et la Fondation Positive Planète. Il est l'auteur de plus de 80 livres vendus à 9 millions d'exemplaires, traduits en 22 langues. Il est chroniqueur éditorialiste pour le journal français Les Échos, un peu la de l'écho en France. Passionné de musique, il a dirigé plusieurs orchestres à travers le monde, notamment chez nous à Bruxelles. Alors dans l'écho, en 2019, donc en mars 2019, il y a exactement quasiment un an, il nous disait « L'économie mondiale est très fragile. Je crois qu'on est au bord d'une grande crise économique mondiale. » Alors, il ne parlait pas vraiment de la pandémie, mais plutôt de l'endettement qui allait croissant. Aujourd'hui, il sort un livre qui s'appelle « L'économie de la vie ». Je l'ai lu ce week-end, c'est très instructif, je vous conseille. Il parle de la pandémie et de ses conséquences. Eh bien, nous l'écoutons. Monsieur Attali, c'est à vous. Je vous remercie. C'est toujours pour moi un plaisir d'être à Bruxelles, même si c'est un plaisir nostalgique, puisque je ne suis pas là. Et je regrette de ne pas l'être. C'est un plaisir de retrouver beaucoup de mes amis. Je pense en particulier à Palmo. Vous avez parlé du fait que je dirige parfois des orchestres et que j'ai dirigé à Bruxelles. J'en ai fait diriger l'orchestre dont Palmo est responsable et c'était un grand souvenir pour moi et j'espère avoir d'autres occasions de le faire. Je vais parler pendant une petite demi-heure et puis ensuite ce qui est important et intéressant pour moi comme pour vous peut-être c'est à la fois de poser des questions et que j'entende vos propres avis puisque nous avons tous un avis maintenant sur cette situation qui peut être qui est tous évidemment intéressant. Vous êtes des gens impliqués et compétents et votre avis m'importe au moins autant que ce que je peux vous dire. D'abord, il faut se prendre conscience du fait que cette pandémie s'inscrit dans une longue histoire. Quand on essaie de comprendre l'avenir ou le présent, il faut toujours regarder l'histoire. L'histoire, c'est une histoire de pandémies qui ont commencé il y a au moins 5000 ans, qui se sont ralenties, reparties, revenues, et qui ont été gérées successivement dans différentes manières d'organiser le pouvoir, parce que le pouvoir est d'abord et avant tout le rapport à la mort. Un pouvoir qui n'est pas capable de donner du sens à la mort est condamné. Ça a été d'abord un pouvoir religieux qui a géré les pandémies comme il l'a pu en donnant du sens à l'au-delà. Ça a été ensuite un pouvoir policier qui a enfermé les gens pour éviter la contagion et ce qui a créé les États modernes, puisque c'est autour de la pandémie et du renforcement du pouvoir policier qu'est né l'État moderne, un peu partout à travers le monde, et c'est ensuite un basculement vers l'ère de la raison et de la gestion par la médecine, et le policier a été remplacé par le médecin, et la force complétée ou remplacée par la science. Et aujourd'hui, les pandémies sont toujours là. Je raconte dans mon livre comment il était évident qu'elle allait revenir. Il y a eu des alertes innombrables depuis 20 ans, que depuis 20 ans, nous sommes très nombreux à dire des pandémies vont revenir. Moi, je l'ai écrit il y a 20 ans, puis il y a 10 ans, puis il y a 5 ans, etc. Je ne suis pas le seul, il y a énormément de gens qui l'ont dit. Et pour autant, sauf de rares exceptions, personne ne s'y est vraiment préparé. Et c'est très intéressant non seulement de comprendre ce qui est en train d'arriver, ce qui nous attend et ce qu'on peut faire, et de bien comprendre que parmi les choses importantes à faire, c'est de se préparer aux pandémies futures et au retour de celles-là.
pour faire une longue histoire courte, et je reviendrai dans les détails si vous le souhaitez, cette pandémie commence sans doute en octobre, novembre, on n'en sait pas grand-chose, en Chine. Vers le 12 décembre, les Coréens du Sud interceptent sur WeChat des conversations en Chine entre personnes privées qui parlent de Covid. Ça les alerte énormément, même si en Chine, toutes ces informations sont censurées dès que le mot Covid apparaît. Il est interdit, les gens sont arrêtés, il y a plus de 400 personnes qui ont disparu, parce qu'en janvier et début février, on n'a pas voulu parler de ce problème. Mais les Coréens qui avaient échoué complètement dans la gestion d'une petite pandémie quelques années plus tôt, se sont alertés, ils avaient créé, après le scandale politique qui avait créé leur échec sur une pandémie qui avait fait quelques dizaines de morts, ils ont créé une structure, je vous demande de retirer son nom parce qu'elle est très importante pour la suite, Korean Center for Disease Control, qui est une organe qui avait tout pouvoir en matière de médecine, police et justice sur la pandémie. Il réactive le 15 décembre cette structure et il se pose une question purement théorique. Que se passe-t-il si une famille coréenne rentre de Chine avec cette maladie? Et ils se rendent compte qu'ils ne sont absolument pas prêts. Donc ils décident tout de suite que la bonne stratégie, c'est des masques pour tout le monde, tester tous ceux qui pouvaient être de près ou de loin malades et isoler ceux qui sont malades et tous ceux qu'ils pouvaient connaître. Test, masque, test and trace, comme on l'a dit plus tard. Ils mettent ça en place, ils élaborent une douzaine de tests possibles. Naturellement, ils n'ont pas encore connaissance du virus, puisque les Chinois mentent, dénient, etc. Et surtout, les Chinois se mentent à eux-mêmes. Quand les Chinois sont obligés exactement le 11 janvier de transmettre le génome du virus à l'OMS, deux pays se dotent immédiatement du test, c'est les Allemands et les Coréens du Sud. Les Allemands beaucoup plus mal ensuite géré cette affaire. Et d'autres pays ont commencé à le voir, d'ailleurs, parce que le Luxembourg l'a vu, mais n'a pas eu la bonne réaction, à mon avis, par rapport à ça, même si c'était bien mieux que d'autres. Mais dès décembre, les Luxembourgeois ont vu qu'il se passait quelque chose. En tout cas, les Coréens sont prêts avec des tests, des masques et des moyens de traçage, qui sont plus conformes à leur culture que la nôtre, dès le 15 janvier. Le premier cas apparaît en Corée le 24 janvier. Le même jour où le premier cas apparaît aux États-Unis. Pour faire une longue histoire courte, il y a sur 54 millions d'habitants, un peu moins de 12 000 cas en Corée et 280 morts. Un succès qui n'a pas été le seul. D'autres pays ont eu un succès, le Vietnam, le Taïwan, Singapour, la Nouvelle-Zélande, Israël, sous réserve du redémarrage dans certains de ces pays, mais aussi des pays européens plutôt isolés ou plutôt dont on ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs la pandémie ne les a pas joués, mais après tout en France la moitié du pays n'a pas été touchée, donc on a aussi des poches, des non-clusters, on pourrait dire, assez signifiants. Et nous en Occident, on a regardé que la Chine. On a cru que le problème venant de Chine, c'est là que la solution viendrait. On n'a absolument pas vu, parce que l'OMS ne nous a pas aidé à voir, qu'à côté, il y avait un pays qui gérait ça beaucoup mieux. On n'a absolument pas compris que les Chinois n'étaient pas prêts, que les Chinois n'avaient pas de masques, ce qui pourtant était évident puisqu'ils ont importé des masques à ce moment-là. Et que donc, quand ils construisaient des hôpitaux que tout le monde admirait, des hôpitaux d'urgence, en fait, c'était un signe de panique. Les Chinois se sont mentis à eux-mêmes et ont menti au monde ensuite. Bon, pour faire une longue histoire courte, encore une fois, on en est là, la pandémie est partie, les Européens qui ne s'étaient pas dotés ni en janvier, ni en février, ni début mars, de moyens d'économie de guerre, que nous étions nombreux à réclamer à ce moment-là, pour produire à toute vitesse les masques, les tests, les respirateurs et les moyens de protection, ont été obligés de faire non pas ce que les Coréens ont fait, car les Coréens n'ont confiné personne, l'économie a continué à fonctionner normalement, ils n'ont confiné que les églises et les écoles, et d'ailleurs pas les parents des enfants qui allaient à l'école en leur demandant de confier leurs enfants aux grands-parents. L'économie a fonctionné normalement et il n'aurait pas eu de crise, il n'y avait pas eu de crise du monde qui a réagi sur l'économie coréenne, à la fois par manque de matières premières ou de parties de production qui venaient de l'extérieur, et puis par
chute de leurs propres exportations, qui sont d'ailleurs un baromètre du commerce mondial. Donc, nous, on s'est enfermés, et voilà, on a subi un effondrement de l'économie qui, si nous avions la même préparation que les Coréens, aurait pu être évité. On aurait parfaitement pu ne pas confiner l'économie européenne, ni l'économie américaine, à condition de se doter de masques obligatoires, et pas des masques de type chirurgicaux, mais des masques FFP2, parce que c'est les seuls qui se protègent vraiment, puisque si on prend des masques chirurgicaux, on protège les autres, on ne se protège pas soi-même. Donc des masques FFP2 pour tout le monde, des tests pour tout le monde, et des instruments de suivi, tracé, isolement. Tout ça, on ne l'avait pas, et donc on a été obligé de confiner. Et pire encore, à l'heure où nous parlons, nous ne les avons pas encore. Ni en France, ni dans aucun pays européen, ni dans aucun pays du monde occidental. Et encore moins dans le reste du monde. La pandémie, comme vous savez, continue à se développer d'une façon exponentielle. Ce n'est pas parce que certains pays d'Europe jouent à l'euphorie de la fête de la musique que la pandémie est derrière nous. Plus de 70 pays sont en situation de voir la pandémie augmenter. Elle augmente aux États-Unis, elle augmente en Afrique, partout dans les pays africains qu'on avait cru protéger. Mais enfin, c'est encore un tout petit nombre. Mais quand ça double en 3 jours, comme dans beaucoup de pays africains, ça va finir par être pas des petits nombres. C'est vrai aux États-Unis, dans la moitié des États-Unis, enfin bon, la pandémie revient. Ou en tout cas n'est pas partie. Et je ne sais pas si elle revient, mais n'est pas partie dans beaucoup de pays où, et quand on regarde les chiffres mondiaux, indépendamment de frontières, on s'aperçoit que la courbe est toujours en croissance, de façon imperturbable, et elle continue de croître mondialement, comme si rien n'était. Donc, on n'a rien fait de significatif, sauf que l'isolement a retardé, a permis de mettre en place, de faire ce qu'on avait, qui était notre dernier rempart, qui était de ne pas avoir trop de gens en situation d'avoir besoin d'un respirateur, plus qu'on en avait. Car en fait, la gestion de la pandémie n'a pas été un choix de la vie contre l'économie, ça a été un choix de surtout ne pas se trouver en situation d'avoir à choisir qui on soigne. De façon à ne pas être en situation d'avoir à choisir qui meurt ou qui vit. Et ça renvoie au problème du rapport à la mort. Le politique, qui depuis 50 ans, un peu partout dans les pays développés, cache la mort. On ne la voit plus, on ne voit plus les morts. On ne parle que des morts d'exception, comme si la mort était elle-même un phénomène exceptionnel, et non plus le fait que chacun d'entre nous, y compris tous ceux qui sont ensemble ce matin, mourront un jour. On le cache, on ne peut pas y penser, mais on célèbre des morts d'exception, des morts d'exception ou des morts exceptionnelles, et on fait tout pour que les autres morts soient les plus banales possibles. Donc surtout ne pas donner le sentiment qu'on va choisir qui vit et qui meurt. Voilà ce à quoi on a été contraint. Et aujourd'hui, on se trouve, à cause de cela, et à cause du fait qu'on n'a toujours pas de vaccin et de virus et de médicaments, dans une crise économique gigantesque. Très difficile à prévoir, très difficile à analyser, car d'abord les statistiques sont toutes extrêmement trompeuses. On ne sait pas vraiment combien il y a de malades, on ne sait pas combien il y a de morts, parce qu'il y a des gens qui meurent d'autres choses, mais qu'on attribue à ça. On ne sait pas non plus quels sont les chiffres économiques au-delà de 2 mois. On a une visibilité extrêmement courte de ce qui se passe. En gros, il y a beaucoup de statistiques qui sont données, mais les statistiques qui sont données sont souvent volontairement trompeuses. Par exemple, les statistiques du Fonds monétaire sont volontairement trompeuses parce que le FMI ne veut pas participer d'une course négative. Il ne veut pas de self-fulfilling prophecy négative. Donc, il donne des perspectives de croissance très supérieures. Toujours, ça a toujours été le cas d'ailleurs, à ce qui est la réalité. Le seul qui est un peu plus sérieux, donc très négatif, c'est l'OCDE qui donne des perspectives cataclysmiques. Et je suis assez proche de ces perspectives cataclysmiques, c'est-à-dire autour de -15 pour la France, -8 pour l'Union européenne, -6 pour le monde, -2, -3 pour la Chine. Je parle en croissance, en fait on parle en croissance, mais on a tort, on devrait parler en croissance par tête, qui est le seul chiffre intéressant. Si vous ne parlez pas en croissance par tête, vous dites rien. C'est pour ça d'ailleurs que l'Italie supporte si bien une croissance faible, parce que sa population décroît. Et donc la croissance par tête est le seul paramètre. Mais en gros, on est dans une croissance
croissance par tête qui sera entre moins 10 et moins 15 cette année à l'échelle mondiale et bien plus dans certains pays. Et puis quand on parle de croissance par tête, évidemment, c'est très différent entre les plus pauvres et les plus riches. On a aussi beaucoup plus grand mal à comprendre ce que va être cette crise, puisqu'au fond, la seule solution qu'ont trouvé tous les gouvernements, c'est de dire, oh là là, cette crise va passer, ça n'est juste qu'une pandémie, donc il suffit de se donner les moyens de tenir le choc le temps que la pandémie disparaisse, et puis on reviendra à la normale. Et comme les gouvernements n'ont aucun courage en général pour choisir, ils ont été ravis de repasser la balle aux banques centrales en leur disant, faites le nécessaire, mettez de l'argent, nous on mettra aussi un petit peu d'argent, mais de toute façon, l'argent qu'on met, c'est pas le nôtre, c'est le vôtre, même si officiellement, on ne fait pas de financement monétaire, mais en réalité, on fait du financement monétaire. Il y a une discussion très intéressante hier à Londres entre Sajid Javid, l'ancien ministre des Finances, et le gouverneur de la Banque centrale, différents acteurs qui montraient bien qu'ils savent bien qu'ils font du financement monétaire, que c'est la planche à billets qui finance le salaire des fonctionnaires britanniques. Ils n'ont pas dit en ces mots, mais c'est pratiquement ça. Et même si nous, avec notre mécanisme très sophistiqué de banque centrale, on a monté un mécanisme qui n'est pas celui-là, en réalité, au bout de la route, ce sont les banques centrales qui financent les déficits, et financer les déficits, c'est financer les dépenses. Voilà. Donc, ce sont les banques centrales qui financent, y compris les dépenses budgétaires publiques, qui financent les banques, donc les entreprises. Les montants ont augmenté dans des proportions gigantesques. Est-ce que on a des précédents qui permettent de savoir où on va? Absolument aucun. On n'a aucun précédent dans l'histoire humaine d'une situation où des banques centrales, qui n'existent pas depuis très longtemps, parce qu'elles existent depuis 3-4 siècles, ou beaucoup moins pour nous, commencé quelques dizaines d'années, ont apporté des ressources pareilles dans l'économie. Normalement, ça devrait être inflationniste, mais ça ne l'est pas, parce qu'il y a une telle pression de l'emploi, la chute du prix des matières premières, de l'effet récessionniste de la crise qui fait que personne ne consomme, etc., qui fait que ça n'a pas d'effet inflationniste. En réalité, le bon critère, la dette n'est pas qu'une dette publique, c'est aussi largement une dette privée. Par exemple, en Europe, on dit beaucoup, il y a les pays frugaux et les pays dépensiers. En réalité, quand vous regardez l'endettement, vous apercevez que les pays dits dépensiers ont des dettes publiques plus importantes que les pays frugaux, mais que les pays frugaux ont des dettes privées beaucoup plus importantes que les pays dits dépensiers. Et donc au total, si vous prenez le total dette privée plus dette publique, c'est le bon chiffre à considérer, on est à peu près les mêmes. Il n'y a pas de meilleurs élèves que d'autres. Nous sommes dans des économies qui vivons à crédit, c'est-à-dire nous vivons au détriment des générations futures, sauf si une partie de ces dépenses sont des investissements pour les générations futures, qui d'ailleurs profiteront aussi du travail des générations actuelles. Donc, ce n'est pas un jeu manichéen et binaire. En tout cas, nous sommes dans des économies avec une dette gigantesque, une sorte de bombe à retardement qui est cette dette, dont on ne sait pas du tout si elle explosera un jour, ou si, comme dans certaines périodes historiques, la croissance a fini par éliminer la dette. Aux États-Unis, il y a eu une très forte dette au sortir de la guerre, on était autour de 150, 160% de PIB, puis la croissance l'a avalé. Le bon critère, ce n'est pas le ratio dette sur PIB, qui est un critère totalement absurde. C'est comme si vous comparez les dépenses d'une mairie avec le total des revenus des habitants de la ville. Ça n'a aucun sens, le ratio dette sur PIB. Ce qui compte, c'est la comparaison du taux d'intérêt à la croissance nominale. Tant que la croissance nominale est supérieure au taux d'intérêt, ça va. Parce que la croissance avale la dette. Évidemment, en 2020, même si le taux d'intérêt est très bas, la croissance nominale est très largement inférieure au taux d'intérêt. Donc on n'est pas du tout dans une situation stable. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il y aura un rebond? Oui, sans doute. Et un rebond de quelle nature? Sera-t-il suffisant ou pas? J'en sais rien. En tout cas, d'abord, il faut prendre conscience que si vous faites moins 15 une année et que si l'année suivante vous faites plus 5, vous n'êtes pas à 90. Même si vous faites plus 15, vous n'êtes pas à 100, parce que c'est plus 15 par rapport à 85, pas par rapport à 100. Donc, la remontée est toujours plus difficile que la descente. Et donc,
on est parti pour continuer à arroser, à mettre de l'argent un peu partout, à toutes les entreprises. Dans ces entreprises, il y a 3 sortes d'entreprises. Il y en a qui survivent normalement, qui essayent de tenir. Il y a celles qui font d'énormes profits dans la situation actuelle, parce qu'ils ont trouvé des marchés, parce qu'ils sont adaptés aux besoins, je vais y revenir. Et puis il y a celles qui n'ont pas d'avenir, en tout cas à aucune prévisible, et qui sont des entreprises zombies, qui représentaient à peu près avant autour de l'an 2000, 1% du PIB mondial, et qui aujourd'hui, du PIB mondial, et qui aujourd'hui, selon le consensus des experts, autour de 15 à 20% du PIB mondial, en entreprises zombies, ce qui est gigantesque. Gigantesque. Les entreprises zombies trouvent d'ailleurs un financement très facile, parce qu'il y a tellement d'argent et tellement de recherche de rentabilité pour les investisseurs, que quand une entreprise zombie lance une recherche de financement à taux d'intérêt supérieur au taux de base, tout le monde se précipite pour acheter. Un exemple frappant a été, il y a quelques jours, Carnival, la grande entreprise de croisière américaine, je ne sais pas si elle est américaine, je crois qu'elle est américaine, dont tout le monde peut penser qu'a priori, qui est-ce qui va aller sur un HLM sur mer dans les 6 mois ou l'année qui vient, une entreprise qui a de la liquidité parce qu'elle a de l'argent, mais qui n'a pas de solvabilité parce qu'il n'y a pas de clients et d'actionnaires en difficulté. Et pourtant, Carnival a trouvé un financement tel qu'elle a obtenu 2 fois l'argent qu'elle a demandé. Et que la valeur même de son obligation a augmenté. Je crois qu'elle a doublé dans les jours qui ont suivi son émission. C'est un monde de fou. Il y a tellement d'argent que l'argent va même dans les entreprises zombies. Évidemment, ces prêts permettent de tenir, mais si les clients ne reviennent pas et si le chiffre d'affaires ne revient pas, les entreprises mourront quoi qu'il arrive. Quand, j'en sais rien. En tout cas, je crois qu'il est très important aujourd'hui de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, nous, un peu partout, en Belgique, en Europe en général. Je pense qu'il serait de la folie de continuer à ne pas entendre la leçon de cette crise et de continuer à donner de l'argent à la cantonade. Ce que font les banques centrales, ce que font les gouvernements, et ce qui même s'annonce dans le programme triomphalement annoncé de 750 milliards du Conseil européen. Ce serait formidable. Mais si c'est pour donner 750 milliards à des gens qui sont des zombies, ça ne sert à rien. C'est de l'argent perdu. C'est du gaspillage qui va servir à rien. Et donc, pour moi, cet argent doit être concentré sur 2 choses. Les entreprises qui ont un grand avenir parce que ça correspond à des vrais besoins et la conversion des entreprises qui n'ont pas d'avenir et qu'il faut courageusement convertir. Et quand ça veut dire convertir, ça veut dire aussi financer la formation et la formation de conversion de ceux qui y travaillent sans les mettre au chômage. C'est pas du tout ça qu'on va faire. Hein. Je suis convaincu que si on a 500 milliards ou 700 milliards, on va continuer à arroser des secteurs sans avenir, parce qu'on n'aura pas le courage de leur dire qu'ils sont sans avenir. Quels sont les secteurs qui ont un avenir et quels sont les secteurs qui n'ont pas d'avenir? Ça, c'est à mon avis le grand débat politique qu'on devrait avoir. Moi, j'ai un avis, c'est ce que j'appelle l'économie de la vie. L'économie de la vie, pour moi, c'est les secteurs d'avenir, et ceux qui ne sont pas dans cette liste que je vais vous donner maintenant devraient se reconvertir, partiellement ou totalement. L'économie de la vie sont des secteurs évidents, c'est les secteurs qui correspondent à ce qu'on fait, dont on a tant manqué, dont on a tant besoin depuis quelques mois. La santé, l'hygiène, l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, la recherche, le digital, la distribution, la logistique, le logement, l'énergie propre, le recyclage, la gestion de l'eau, le crédit, l'assurance, les instruments de la démocratie, les instruments de la culture, les instruments de l'information, les instruments de la sécurité, police et défense. Peut-être y a-t-il 1 ou 2 secteurs de plus. Il y a un secteur à la marge, qui est celui du tourisme. Je vais en parler dans une seconde, parce que le tourisme est à la fois un secteur de la vie et un secteur zombie. Et c'est un secteur très intéressant au fond. Et puis il y a les secteurs qui, à mon avis, sont clairement les secteurs zombies et qu'il faut affirmer comme tels, c'est les énergies non propres, la chimie, le plastique, l'industrie pétrolière, l'automobile, l'aviation
et une très large partie de la mécanique. Énorme secteur et qui concerne en particulier beaucoup de gens qui sont autour de cette table. Alors, on peut continuer à les financer, très bien, mais il faut savoir qu'au bout de la route, c'est de l'argent gaspillé si on ne les aide pas à se reconvertir. Ça ne veut pas dire j'ajouterai dans les secteurs qu'il faut reconvertir, le textile, qui évidemment est nécessaire dans un grand nombre de ces activités, mais qui n'est pas nécessaire dans toutes les industries du luxe. On n'a pas besoin de 15 t-shirts ou 15 robes, pardon, mesdames, ou 15 costumes, messieurs, par an. Tout ça, c'est des gaspillages, parce que l'économie étant non pas un jeu à somme nulle, mais un jeu à somme limitée, si on veut donner plus d'argent à l'alimentation, à la santé, à l'éducation, à l'hygiène, à la culture, au digital, à la recherche, etc., il faudra bien le prendre quelque part. Ça ne peut pas être uniquement des emprunts. Ça veut dire qu'il faut dépenser moins dans certains secteurs et plus dans d'autres. Plus facile de dire là où il faut dépenser plus que là où il faut dépenser moins. Moi, je dis clairement qu'il faut dépenser moins dans l'aviation, dans l'automobile, dans la machine, dans la mécanique, dans la machine-outil, dans la chimie, c'est des secteurs que j'ai. Il y a des secteurs qui vont être en transition, en particulier, par exemple le tourisme, c'est un secteur très intéressant, puisqu'une partie du tourisme est évidemment nécessaire, le tourisme de proximité, qui est lié à l'agriculture, mais il y a aussi une très large partie du tourisme qui peut être reconvertie pour des choses très utiles que cette crise nous a révélées. D'abord, il faut que les hôpitaux aient un service hôtelier à la hauteur de leur service médical. Et quiconque a été, pour lui ou pour un proche, dans un service hospitalier, c'est que on y est merveilleusement soigné en général, mais la nourriture et l'hospitalisation et la qualité hôtelière n'est pas toujours à cette hauteur. Et la qualité hôtelière d'un hôpital est très importante pour le ressenti du malade. Donc, une dimension hôtelière, hospitalière au sens propre du mot, des hôpitaux. Deuxièmement, la crise nous a révélé que les maisons de retraite, ce qu'on appelle en français les EHPAD, sont un scandale. Et que la compétence touristique hôtelière a un rôle très important à jouer pour améliorer la condition d'accueil et de vécu des personnes âgées ou très âgées. Troisièmement, et ça va peut-être davantage vous surprendre, cette crise nous a révélé qu'on peut très bien faire du télétravail, mais le télétravail, c'est un piège extrêmement dangereux. D'abord, ça ne concerne pas tout le monde, les gens ne peuvent pas faire du télétravail, et que le télétravail accentue une tendance très forte de nos sociétés, qui est une tendance égoïste. Je dirais même qu'elle transforme les entreprises en des juxtapositions de mercenaires narcissiques déloyaux. Juxtaposition de mercenaires narcissiques déloyaux. C'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour toute forme de collectivité, c'est vrai aussi pour une nation. Et naturellement, aucune nation, aucune entreprise ne peut durer si elle n'est qu'une juxtaposition de mercenaires déloyaux. Parce que chacun fait ce qu'il veut et s'en va. On a vu d'ailleurs ce qui se passe quand les entreprises mettent durablement leurs collaborateurs en télétravail pour un certain temps, où ils sont virés, où ils s'en vont. En plus, c'est surtout les hommes dans ce cas-là, parce que les femmes sont plus capables d'être multitâches, il se trouve. C'est ainsi que les hommes. Donc, une entreprise ne peut pas durer si elle n'est pas capable de créer un projet commun, un sens. Et ce sens ne peut pas venir que dans le télétravail. Il faut absolument qu'il y ait une présence sur place. Il faut que les gens reviennent dans des lieux qui soient des lieux qui permettent à l'entreprise de jouer son vrai rôle, qui est au fond, le seul endroit important dans une entreprise, c'est la machine à café. C'est l'endroit où les gens échangent d'une façon informelle, hors de hiérarchie, ont des idées, ce qu'on appelle en anglais serendipity, créent des choses qui n'auraient pas été prévues. C'est pour ça que je pense qu'une entreprise doit ressembler à un hôtel, avec des restaurants qui soient non pas dans le sous-sol, mais au dernier étage, avec des salles de réunion qui soient vraiment conviviales, avec des activités sportives possibles, qui donnent envie aux gens d'y venir. Pas forcément dans un bureau, parce qu'on a bien compris maintenant qu'on n'a pas besoin de bureau, mais pour y passer 2 à 3 jours par semaine dans des lieux où on peut travailler. Il y a beaucoup d'exemples. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà comme ça, soit dans la Silicon Valley, soit à New York, je pense, au siège de Bloomberg, qui est une sorte de gigantesque restaurant sur des tas d'étages où les gens travaillent, échangent, parlent. Alors, évidemment, il faut respecter les règles de distance et tenter qu'on ait longtemps les respecter. Mais si on veut que les gens conservent un désir d'appartenance, il faut évidemment d'abord un projet. Et je dirais qu'une entreprise, ça doit être un projet. Toute entreprise doit avoir une vision 2035.
toute entreprise doit avoir un siège qui donne envie aux gens d'y venir, et toute entreprise doit avoir l'équivalent du KCDC, si les pays ne le font pas. Une entreprise doit avoir les masques, elle doit avoir la certitude de pouvoir tester ses collaborateurs et ceux qui rentrent dans les bureaux et ceux qui sont ses partenaires, et elle doit avoir les moyens de tracer, etc. etc. Tout ça, ça donne des projets d'entreprise, ça donne des projets de pays. Est-ce qu'on y est prêt? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je n'ai vu aucun pays dire l'économie de la vie ou sous notre nom, tel secteur sont prioritaires. Moi, je pense que le terme d'économie de la vie est très parlant et est à l'occasion d'un beau débat pour savoir ce qu'on y met. J'ai dit ce que j'y mettais moi-même. Et c'est la seule façon de rebondir dans cette crise et d'en sortir meilleur qu'on y est entré. Sinon, on peut continuer comme ça pendant 2-3 ans, peut-être plus, à arroser, à faire en sorte que les entreprises automobiles continuent à produire des voitures que personne n'achètera ou que des gens achèteront parce que ils ont envie de retrouver le modèle d'avant, un peu comme ce qui s'est passé après la grippe espagnole où on a eu les années folles, qui ont conduit à commencer à la crise de 29 et à ce qui a suivi. On peut continuer comme ça. Mais ça veut dire qu'on n'aura pas entendu la leçon. D'autant plus qu'il y a d'autres pandémies qui arrivent après celle-là. Il y a le retour de celle-là, sera-t-on prêt? Il y a d'autres pandémies qui sont liées au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est lui-même en soi une grave catastrophe prévisible, prévue. On sait parfaitement que le réchauffement climatique est en marche. Tous les signes sont là. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Non. Donc, et le réchauffement climatique va déclencher des pandémies supplémentaires, puisque le réchauffement climatique va conduire à développer un grand nombre de facteurs nombreux de nouveaux de pandémies qui sont en particulier les moustiques, qui vont être extrêmement plus venimeux et dangereux et présents un peu partout à cause du réchauffement climatique. Tout ça, il faut s'y préparer. Que cette crise au moins nous apprenne l'importance de se préparer, dont les Coréens ont été un exemple iconique. Ils ont échoué, ils se sont préparés, ils ont réussi. Et le fait qu'on ne parle même pas de l'exemple coréen aujourd'hui, qui ne soit absolument pas cité, moi j'en parle dans mon livre en détail pour montrer chronologiquement, jour par jour, comment tout ça s'est joué, montre qu'on ne veut pas voir. On a préféré se disputer sur savoir si M. Raoult avait raison ou tort, sans voir que l'important, ce n'est pas ça du tout. C'est test ou pas test, masque obligatoire ou pas masque obligatoire, traçage ou pas traçage. Et c'est très compliqué. Et si vous pouvez avoir une influence quelconque autour de vous, c'est de poser la question aux politiques, comme dans les entreprises, êtes-vous prêts au retour de la crise? Sinon, on aura la catastrophe. Voilà, j'ai tenu le délai que je m'étais imparti et j'ai 20 minutes avec vous encore pour vous écouter et répondre à vos questions. Merci, M. Attali. On peut déjà vous applaudir. Je vais céder la parole à Marc Lavrais. On m'entend? Oui, Marc. Oui, mais cet exposé, vous l'avez dit, la BCE est en train de financer les déficits. Mais si la BCE ne pouvait pas le faire, qui va payer la facture de cette crise, en fait? Parce que les déficits sont en train d'exploser. En Belgique, on sera à 10% de déficit. La dette est en train d'exploser. Donc, qui va payer la facture? Est-ce qu'il faudra réduire les dépenses publiques, augmenter les impôts? On parle beaucoup aujourd'hui d'un impôt, de la réactivation d'un impôt sur la fortune en France, mais on en parle aussi en Belgique. Est-ce que c'est ça vraiment la solution aujourd'hui? Les impôts ne me paraissent pas une bonne solution parce que les impôts ont tué la reprise où qu'elle ait lieu. Dans mon livre, je dis que je suis favorable dans tous les pays à la recréation d'un impôt sur la fortune, mais avec une déductibilité illimitée de ce montant de cet impôt pour tous ceux qui investissent le montant de l'impôt dans les industries de la vie. De façon à la fois à ce que l'impôt existe, mais qu'on puisse y échapper en investissant dans les bons secteurs. Pas d'une façon limitée et symbolique, mais vraiment massive. Les banques centrales sont là, elles sont nécessaires, on ne peut pas pour l'instant les limiter. La seule chose qu'on peut faire, c'est recréer les conditions d'une croissance. Et d'un financement sain de l'économie en n'accordant pas des financements qu'on ne peut pas financer et en espérant que tout ça ne dure pas plus de 2 ou 3 ans et que la croissance revienne. Elle ne reviendra que si on investit dans les bons secteurs. La crise actuelle nous montre
qu'on peut se permettre d'avoir une dette publique plus élevée, encore une fois, à condition que le taux de croissance soit supérieur au taux d'intérêt. Pourquoi il va falloir surveiller avec soin des acteurs dont on parle très peu en ce moment, qui sont les agences de notation, qu'on a complètement oubliées. Mais si les agences de notation se réveillent, et elles ont commencé à le faire, mais elles ne peuvent pas le faire, maintenant il y a des règles, elles doivent prévenir, etc. Elles ont commencé à prévenir. Et si elles commencent à se réveiller à prévenir, à ce moment-là, les spreads entre les pays européens vont se réouvrir, et là, la Banque centrale va faire ce qu'elle peut pour réduire le spread, elle le peut, mais ça ne va pas durer 10 ans. Ça peut durer 5 ans. Je ne sais pas, je pense que notre système peut tenir encore plusieurs années en assurant seulement la solvabilité des entreprises et pas la liquidité des entreprises et pas leur solvabilité. Mais si vous dites à des politiques, vous inquiétez pas, ça peut tenir 2 ou 3 ans, et après, ça sera très difficile, les 2 ou 3 ans, ça me suffit. Si j'ai des élections dans cette période, dans 2-3 ans, on verra bien. C'est pourquoi l'action des banques centrales est à la fois indispensable et extrêmement perverse. Elle est indispensable parce qu'on ne peut pas faire autrement, elle est extrêmement perverse parce qu'elle permet aux politiques de procrastiner. Grâce aux banques centrales, les pays peuvent ne rien faire. Les gouvernements peuvent ne rien faire. Et les citoyens sont ravis quand leurs hommes politiques ne font rien. Vous savez, il y a cet homme politique français qui avait une devise qui est valable dans la vie privée comme dans la vie publique pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, je me mets dedans. Je vous demande d'y réfléchir pour savoir si vous appliquez cette devise consciemment ou inconsciemment. Il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. C'est beau. Parmi les solutions, envisagent de taxer les GAFA ou les GAFAM qui sortent encore plus renforcées de cette crise. Elles ont encore plus de pouvoir. Donc, est-ce que c'est raisonnable de vouloir les taxer et est-ce qu'on peut vraiment les contrôler? C'est ça la question. La meilleure façon de contrôler les GAFA, ce serait d'avoir des GAFA européens. Ouais. Voilà. Qui n'existe pas. Oui, mais enfin, on croit ça. Thierry Breton a raison de dire que la majorité des brevets du 5G sont européens. On fait chaque année, on crée chaque année, on produit chaque année des dizaines de milliers d'ingénieurs de très haut niveau et partent aux États-Unis. Ce qui nous manque, c'est justement un encouragement au développement de nos propres entreprises digitales. Une action efficace comme le fait la DARPA aux États-Unis pour orienter nos financements publics vers des entreprises françaises, belges, italiennes, européennes. Nous n'avons pas de politique industrielle. Le drame de l'Union européenne, c'est d'avoir installé la tyrannie de la concurrence au détriment de la politique industrielle. Il nous faut d'urgence une politique industrielle européenne. Se protéger des GAFA, c'est une attitude nécessaire, mais c'est une attitude de sous-développé. C'est avouer qu'on reconnaît qu'on n'en a pas et qu'on n'en aura jamais. C'est absurde. Il faut le faire, mais en même temps, il faut utiliser cet argent pour promouvoir nos propres GAFA. Dans le grand match entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, qui va sortir gagnant dans cette crise? Alors j'en parle longuement dans mon livre, puisque vous avez la gentillesse de dire que vous l'avez lu. D'abord, je crois que les États-Unis sont en effet une sorte très affaiblie de cette crise, si tant est qu'ils s'en sortent, parce qu'ils n'en sont pas encore sortis. Et que quel que soit le président, et ça a commencé avec Obama, pas du tout avec Trump, les Américains sont dans le retrait. C'est Obama qui avait dit « nous allons gouverner le monde depuis l'arrière-garde ». C'est pas Trump qui a dit cette fois. Donc il y a un retrait américain qui est en marche. C'est un déclin qui les amène à se concentrer sur eux-mêmes et à se tourner vers le Pacifique. La Chine, dont on dit beaucoup qu'elle serait la super grande puissance de demain, moi je n'y crois pas. Ça sera une grande puissance, ce ne sera pas la grande puissance. D'abord, elle est encore très loin de la puissance militaire américaine, son niveau de vie est encore très bas. Bien sûr, elle a des forces extraordinaires, on peut en faire la liste. Mais l'histoire nous montre que depuis le XIIe siècle, aucune ville, aucun cœur, aucune nation n'a réussi à être vraiment une superpuissance, la superpuissance, si il n'y a pas au moins une liberté d'expression au sein des élites. L'exemple russe a montré ça, l'exemple soviétique a montré que le système s'effondre quand les gens ont peur à l'intérieur du système. L'Union soviétique a tenu à cause de la guerre, puis dès après la guerre, elle a commencé à se défaire, et elle s'est défaite
avec l'effondrement de l'innovation technologique en Russie qui était lié à la peur et au départ des ingénieurs. Donc, je ne crois pas que la Chine, tant qu'elle est une dictature, puisse devenir la superpuissance. Et pour elle, cesser d'être une dictature, c'est très difficile. Parce que la Chine n'a jamais été une démocratie. La Chine n'a jamais été vraiment unie. Il ne faut pas croire que l'Empire chinois, c'est une chose unie. C'est un lieu de guerre civile permanent. Les royaumes combattants ont été longtemps en guerre les uns contre les autres. Et enfin, et peut-être surtout, la Chine ne sait pas nourrir sa population. La Chine n'a pas assez d'agriculture pour nous. Donc c'est un pays extrêmement dépendant. Et enfin, peut-être encore surtout, c'est que l'empire du milieu tel qu'il se définit n'est pas une nation impérialiste, universaliste. Il n'y a pas de culture chinoise qu'on veut étendre au monde. Nous, Européens, individuellement, si vous prenez tous les pays membres de l'Union européenne, y compris les Anglais, à un moment ou un autre de l'histoire, nous avons tous dominé le monde. Les Belges, les Français, les Italiens, les Espagnols. À un moment, chacun d'entre nous avons dominé le monde, parce qu'on en a eu envie. Même les Suédois, même... Bon, les Chinois, jamais. Même quand ils étaient extrêmement puissants, comme entre le XIIe et le XVIIIe siècle, ils n'ont jamais cherché à dominer le monde. Ils n'ont même jamais cherché à y aller. Et ça, c'est très profond dans la culture chinoise. Alors, l'Europe a toutes ses chances. D'abord, elle a ses chances parce que les Américains lui disent cette phrase que les Européens ont du mal à entendre, mais qui vont finir par entendre. Vous êtes seuls. Nous sommes seuls. C'est très important d'entendre ça. Quand les Allemands en particulier auront entendu « nous sommes seuls », on passe leur temps à leur dire, encore dans son discours de tout ça avant-hier, il y a eu des phrases incroyables sur le fait qu'il fallait que l'Allemagne finance sa défense. C'est très bien. Tout ce qu'il peut dire pour dire qu'il se retire, c'est très bon pour l'Europe. Je ne dis pas que c'est très bon, pas pour demain matin, mais c'est très bon pour l'Europe. Parce que ça nous force à nous prendre en main et à ne pas dépendre des autres. On n'a pas échoué pour l'instant. On est le pays où la communauté avec le niveau de vie le plus élevé du monde. On a presque 500 millions d'habitants. On est plus nombreux que les Américains. On n'a pas si mal réussi dans cette crise, même si je sais, j'ai dit moi-même combien on aurait pu faire beaucoup mieux. La Banque centrale, après quelques hésitations de quelques heures, a fait très bien son travail. Bruxelles agit au-delà de ses moyens, au-delà de son mandat, ce qui a été fait sur le chômage partiel, en particulier très au-delà du mandat de la Commission. La mise en commun, non pas des dettes du passé, mais des dettes de l'avenir, c'est aussi très, très important pour la suite. Voilà, donc pour le moment, on se trouve en situation d'une excellente évolution possible. Si l'Europe veut prendre conscience d'elle-même, elle peut être la superpuissance d'après-demain. Ok, il nous reste un peu plus de 10 minutes, environ 10 minutes, pour que nos membres puissent poser des questions. Didier, tu reprends la commande? Oui, donc merci Marc et monsieur Attali pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions? Il suffit de prendre à la main levée. Alors, Jean-Marie Vandervelde. Oui, bonjour à tous. Bonjour monsieur Attali. Merci pour votre présentation. J'avais juste une question un petit peu ciblée, sujet sur lequel vous n'avez pas parlé tout à l'heure. Vous avez dit que les agriculteurs qui nous nourrissent font partie des métiers invisibles de l'économie de la vie et vous faites évidemment, vous êtes extrêmement positif sur ce secteur à développer. Ne pensez-vous pas qu'il est un peu tard ou trop tard, ne soyons pas quand même trop pessimistes, par rapport au lobby, à l'industrialisation évidemment de cette agriculture et à la poussée démographique, pour revenir, je dirais, à une agriculture, à une valorisation en tout cas de l'agriculture dans son ensemble tel qu'on l'a connu il y a quelque temps. Non, je dois répondre au téléphone. Une seconde, si vous permettez. Une seconde. Oui. Oui. Excusez-moi. J'ai écrit un livre entier là-dessus, l'histoire de l'alimentation, où j'ai essayé de montrer que c'était tout à fait possible d'avoir une alimentation saine à l'échelle mondiale.
que même si on arrive à faire ce qui est nécessaire, ce que la FAO recommande depuis longtemps, c'est-à-dire une agriculture biologique, sur des petites propriétés possédées par les paysans, avec une formation à l'agriculture saine de ces paysans, et une formation de l'ensemble de la chaîne de production, de consommation, de distribution, vers des produits beaucoup plus sains, moins de viande ou presque pas de viande, moins de sucre ou presque pas de sucre, moins de colorants ou presque pas de colorants. Tout ça, c'est tout à fait possible. Non seulement on peut nourrir 11 milliards de personnes, je dis bien 11 milliards de personnes, mais en plus, cette agriculture-là devient un instrument de captage du CO2 extraordinaire qui règle le problème du climat. Donc, on a deux problèmes qui sont la solution l'un de l'autre. C'est tout à fait possible. Mais là, ça exige une mobilisation générale de lutte contre les lobbies de la PAC, de modification profonde de la PAC, qui est aujourd'hui un instrument au profit de lobbies mortifères et dont personne ne parle. Même si vous prenez les gens soi-disant les plus actifs, ils sont beaucoup trop prudents sur ce sujet. Merci. Une autre question de la part de Benoît Decoq. Benoît, on t'écoute? Oui, voilà. Merci. Bonjour, Monsieur Attali, et merci pour votre intervention. Voilà, ma question porte sur ce que vous avez évoqué, une certaine forme de déni de la mort de notre société et de nos gouvernements en particulier. Alors, est-ce que vous avez une explication sur l'origine de ce déni? Comment est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi est-ce que ça s'est généralisé dans nos cultures? Là encore, comme j'écris beaucoup de livres, j'ai écrit un livre qui en parle longuement, qui s'appelle Au propre et au figuré, où je raconte l'histoire des rapports à la propriété et à la mort, et en montrant que la propriété était un substitut de la gestion de la mort. On est arrivé là parce qu'à partir du moment où le religieux s'efface, la mort devient vraiment intolérable. Et sauf à l'admettre, d'une façon apaisée, avoir son avenir dans les générations futures, la mort est un scandale inacceptable. Sauf à penser que c'est notre rôle que de transmettre ce que j'appelle une société positive, c'est-à-dire une société au service des générations futures. Comme on n'a pas fait ce discours d'une façon générale, dominante, on a continué à laisser espérer que le religieux fasse son travail, puis le religieux s'est effondré. Et donc, on s'est précipité vers la distraction et la consommation. Et au fond, la distraction et plus généralement la consommation est une façon de oublier la mort. Donc, l'économie en est ravie, puisque la peur de la mort est un facteur de consommation. Je prends des exemples simples. Quand vous achetez des objets qui prennent du temps à être consommés, vous pensez que de toute façon, vous ne mourrez pas avant de les avoir utilisés. Tout le monde pense qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu tous les films possibles, tous les disques possibles, tous les livres possibles qu'il peut avoir ou stocker dans des bibliothèques virtuelles. Tout le monde pense qu'il faut acheter des vêtements parce que naturellement, on ne mourra pas avant de les avoir utilisés 10 fois. Et donc, la peur de la mort est le facteur souterrain moteur de la consommation. Il vient de la disparition du sens du religieux. Est-ce que c'est un sens légitime ou pas? Chacun a son avis là-dessus. Et du fait que le religieux n'a jamais été vraiment remplacé par quoi que ce soit, alors qu'il aurait pu être remplacé par l'acceptation sereine qu'on trouve dans d'autres civilisations, balayées par la nôtre, de ce que nous faisons partie d'un tout et que nous devons créer les conditions de ce que les générations futures continuent le destin de cette espèce particulière qui est l'espèce humaine. Et comme on n'a pas donné cette réponse de façon convaincante, comme personne ne parle de l'importance de travailler dans l'intérêt des générations futures, ce qui est pour moi le cœur des choses, nous avons intérêt au bien-être des générations futures. C'est notre intérêt à nous. Les vivants d'aujourd'hui ont intérêt au bien-être des générations. Ça peut paraître bizarre. Souvent, je cite cet exemple, et je me permets de le citer ici, parce que ça paraît bizarre de dire nous avons intérêt au bonheur des générations futures. J'ai souvent cité cette phrase de Marx, de Groucho Marx, qui disait je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais aux générations futures, qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi? On peut répondre à ça de façon convaincante,
Supposons qu'à partir de l'heure où nous parlons, il n'y ait plus de génération future. C'est-à-dire que tout le monde meurt. Plus exactement, il n'y a plus d'enfants qui naissent. À partir de maintenant, plus d'enfants naissent. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, bon, donc on n'aura plus de génération future, il y aura besoin plus besoin de maternité, plus besoin d'école maternelle, plus besoin d'école primaire, progressivement. Les gens qui partent à la retraite ne seront pas remplacés. Il n'y aura plus personne pour faire des tas de boulots qu'on ne peut pas faire, puis il n'y aura plus personne pour faire rien du tout. Puis tous ceux qui sont là, qui sont les derniers survivants de ce monde sans enfants, vivront une vie d'enfer, puisque on ne peut pas dire que le dernier vivant éteindra la lumière en partant, parce qu'il y aura depuis longtemps pas de lumière. Donc nous avons tous les vivants d'aujourd'hui, nous avons intérêt aux générations futures. Mais c'est quelque chose que nous ne ressentons pas. Nous n'avons pas conscience collective de l'importance pour nous-mêmes des générations futures. C'est ce que j'appelle l'altruisme rationnel. Nous avons intérêt à être altruistes. Intérêt à être altruiste auprès des gens autour de nous, intérêt à être altruiste auprès des générations futures. Et puisque je vais terminer là-dessus, je vais rappeler, je ne vois plus pas le mot, mais c'est quelque chose qu'on voit bien quand on est dans un orchestre. Dans un orchestre, on a vraiment intérêt à ce que les autres jouent bien. Parce que si les autres jouent mal, ça vous retombe dessus aussi. Non seulement sur le chef, mais sur les musiciens qui forment quelque chose de mauvais. Moi, il m'est arrivé parfois de diriger des orchestres dans lesquels il y a un musicien qui n'est pas aussi extraordinaire que les autres, c'est un désastre. Et donc, c'est vrai, pas seulement dans un orchestre, c'est vrai d'une façon générale, nous avons intérêt au bien-être des nations futures. C'est, je crois, la meilleure réponse qu'on puisse donner à la mort, indépendamment de toute foi. Je vous remercie à tous. Voilà. Merci à vous, M. Jacques Attali. Voilà, le timing est bien respecté, les 11h50, comme mentionné là tantôt. Marc, un dernier mot pour clôturer, peut-être? Non, mais je recommande le livre M. Attali, L'économie de la vie. Il vient de sortir, c'est la semaine passée, donc il est tout chaud encore. Donc voilà. Merci beaucoup. On me dit qu'il est déjà on me dit qu'il est déjà en rupture de stock. Alors voilà. Ah, ben, déjà, merci. Bon, le lien est quand même disponible. Voilà. À bientôt. À bientôt, merci. À vous tous, un grand merci. Et peut-être à demain avec notre conférencier Bernard Keppen, Chief Economist chez CBC Bank à 11h et à 9h, formation LinkedIn, ma page entreprise. Voilà. Un grand merci à vous tous. Merci M. Attali. Merci à tout le monde d'avoir participé. Très sympathique et très sympa à vous tous. À bientôt. Merci. Au revoir.